gouvernement renouer le dialogue pour obtenir une trêve pendant les fêtes. Avec nous pour le match des idées, je vous le disais, Thierry Fabre, bienvenue, rédacteur en chef à Challenge. Nicolas Framont, bienvenue à vous. Vous êtes co-rédacteur en chef du magazine politique en ligne Frustration, sociologue du travail et auteur de ce livre, Les candidats du système, sociologie du conflit d'intérêts en politique. Merci à tous les deux d'être ici. Quand on entend la détermination des syndicats et celle d'Édouard Philippe, on se dit que chacun fait pression avant les discussions qui reprennent demain, et c'est le jeu, disons. Mais on se demande sur quoi ça peut bouger et sur quoi ça doit bouger, Thierry Fabre. Ce qui paraît évident, c'est que ce chiffon rouge, cette ligne rouge des 64 ans, cet âge pivot, donc décidé par le Premier ministre et qui a fâché la CFDT, ça va être le point de discussion. Parce que si on a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement s'est mis dans cette nasse, avec il a un peu tout le monde contre lui, y compris ses partisans, ses experts, les économistes qui lui ont dit ne faites pas cet âge pivot parce que ça va polluer la réforme, faites donc cette réforme systémique et on peut voir plus tard, s'il n'y a pas urgence. Alors pourquoi ils y sont allés d'après vous? Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a un côté un peu matamore d'Édouard Philippe, je pense qu'il se prend un peu pour Pierre Mendès France en ce moment, d'ailleurs, il l'a cité dans son discours, pour dire on ne peut pas faire juste cette réforme systémique, il faut aussi garantir l'équilibre, et donc je dis la vérité et je vais jusqu'au bout. Et un petit clin d'œil à l'électorat de droite au passage? Totalement. C'est-à-dire qu'en plus, effectivement, on a vu la droite un petit peu reprendre du poil de la bête en disant ils vont reculer face à la réforme. C'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont fait une réforme beaucoup plus radicale en faisant aussi, en imposant des mesures d'économie. Donc, mais ce côté un peu jusqu'au boutiste est effectivement dangereux parce que le gouvernement est tout seul et que ses alliés réformistes sont très, très embêtés. Donc, s'il y a recul ou s'il y a négociation, c'est évidemment autour de cet âge pivot et sur la façon de prévoir des mesures d'économie. On sait qu'on n'est pas absolument pressé. Il y a plein d'experts qui proposent d'autres mesures, jouer sur la durée de cotisation progressivement. Et donc, je pense qu'il va falloir trouver une façon de sortir pour remettre CFDT et UNSA dans le jeu. Voilà, mais il y aura beaucoup d'affichage, mais en tout cas, c'est là-dessus que ça va se jouer, puisqu'évidemment, pour côté gouvernement, il est absolument hors de question de retirer la réforme. D'autant plus, Nicolas Framont, qu'il y a ce soupçon de la part de la CFDT d'avoir voulu finalement repousser l'âge de départ à la retraite de manière détournée. Oui, c'est ce qui se passe. On a appelé ça très pudiquement l'âge pivot, mais si vous voulez, partir avant cet âge pivot, quand déjà tout le monde aura des retraites plus faibles avec le système par points, c'est évidemment pousser les gens à travailler jusqu'à 64 ans et au-delà, sachant qu'ils ne le pourront pas, parce que déjà, avec l'allongement de la durée de cotisation en 2010, on se rend compte que voilà, quand vous êtes senior, vous avez des chances énormes d'être au chômage, donc finalement d'être au chômage jusqu'à ce que vous puissiez développer vos droits à la retraite. C'est aussi s'exposer à des arrêts maladie plus fréquents. On voit que les arrêts maladie ont explosé depuis 2010 parce que vous avez des gens qui, parfois, sont à bout de souffle au travail. Donc, il y a eu ce truc de l'âge pivot qui a été mis en avant. Il y a toute une dramaturgie avec la CFDT pour mettre en place l'âge pivot qui sera sans doute retiré. Et ça va être, on va dire, le cadeau qui sera offert pour pouvoir opposer ce qu'on appelle des syndicats réformistes et modérés, rationnels, et les autres qui seront taxés d'extrémistes voulant empêcher Noël, si vous voulez. Donc, il y a une sorte de mise en scène autour de cet âge pivot, mais de toute façon, âge pivot ou pas, la réforme par système, par point, c'est la baisse des pensions pour tout le monde et l'obligation de devoir travailler plus longtemps pour ne pas être complètement ruiné à la retraite. Et j'ajouterai un autre point, au-delà de ces points techniques, au-delà de l'âge pivot, au-delà même de la réforme, je dis réforme entre guillemets, parce qu'une réforme, c'est nécessairement une amélioration, si vous regardez la définition, vous avez une crise politique et systémique qui a commencé il y a plusieurs années. On a quand même 1 an de mouvement des Gilets jaunes. Donc ce qui se joue là, c'est pas seulement un bras de fer technique autour d'un âge pivot, pas âge pivot, comment on fait, par qui, comment. Vous voyez ? Le grand paradoxe, c'est quand je vous entends, c'est que vous critiquez cette réforme en disant que tout le monde va y perdre. Ce qui, selon beaucoup d'experts, est totalement faux. C'est-à-dire que cette réforme, le paradoxe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, cette réforme est polluée, alors que sur le fond, quand on regarde ce qu'elle apporte, il y a beaucoup d'avancées sociales. C'est une réforme qui peut être étiquetée de gauche. Vous savez qui l'a défendue il y a 10 ans ? Thomas Piketty. Il a écrit un livre pour théoriser, donc l'économiste grand pourfendeur des inégalités, en disant que le système universel était le système le plus juste. Alors aujourd'hui, il est un peu gêné vis-à-vis de la réforme, en disant qu'il faudrait que ce soit encore plus social. Il est même révolté. Non, oui, il s'insurge contre cette réforme. Oui, d'accord. Mais écoutez, son livre, il existe. Je peux vous le ressortir. En 2008, il vantait les mérites du système universel. Donc, il ne faut pas dire aujourd'hui que le système universel, ça appauvrit tout le monde. Il y a 10 ans, c'était un bon système. Donc, simplement, je finis ça. Oui. Ce système, quand on regarde dans le détail, il y a certaines catégories
qui peuvent en profiter, les bas salaires, clairement, avec ce minimum de 1 000 euros, les femmes, même s'il y a certaines situations qui posent problème, des catégories comme les agriculteurs. Donc il y a des avancées, clairement. Mais effectivement, avec cette histoire d'âge pivot, il y a un risque qui pèse sur l'ensemble. C'est-à-dire, on se dit, ils vont faire des économies, donc ça risque de rogner les retraites générales. Mais au sein, il y a une redistribution tout de même qui se fait au sein des catégories, avec les hauts salaires qui vont y perdre et les 50% des revenus les plus faibles qui devraient y gagner. Nicolas Framont, je vous donne la parole dans un instant, mais toujours sur cette question de l'âge pivot. Il se trouve que Damien Abad, ce matin, sur notre plateau, nous dit « Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne l'a pas annoncé pendant sa campagne et c'est même peut-être son péché originel. » Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. Bien sûr. Il est enfermé dans sa promesse présidentielle, qui était celle de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, qui était une promesse intenable. Et que donc, forcément, aujourd'hui, il y a un certain nombre de ses électeurs qui disent « Mais attendez, on a voté pour un président de la République qui ne voulait pas modifier cet âge de retraite et qui ne voulait pas réformer les retraites. » Donc forcément, ça crée des difficultés dans le dialogue. C'est une promesse intenable, on le sait très bien. Enfermé dans une promesse intenable, Nicolas Framont. Oui, effectivement, il ne l'avait pas annoncé. On oublie aussi de dire que l'élection de Macron s'est faite dans un contexte particulier. Tout le monde a oublié à l'époque qu'il a gagné au second tour contre Marine Le Pen avec un score qui était plus bas que celui de Jacques Chirac. Et il se comporte comme s'il avait eu un adoubement démocratique extrêmement fort. Il a fait passer un certain nombre de très gros changements de notre modèle social et de très grosses régressions à mon sens. Et celle-ci en fait partie. Et quelque part grisé par son succès, puisque jusqu'à présent, il a réussi à être dans un rapport de force remporté face à la population. Il pense essayer d'aller plus loin. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir réussi à contenir en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes, même si c'est un mouvement qui ne s'est pas éteint, eh ben, il a voulu aller plus loin dans ce qui est en fait une guerre de classe, c'est-à-dire faire en sorte que, quelque part, les marchés financiers, les différents grands fonds d'investissement, tous ceux qui veulent profiter de l'extension de l'épargne retraite que ce genre de réforme entraînera, puissent en profiter encore plus. Et quelque part, son appétit a grandi, l'appétit de ses soutiens également. Et donc, quelque part, cet âge pivot, c'est la cerise sur le gâteau. Mais encore une fois, avec un système par points, et je suis en désaccord avec vous, on est obligé de travailler plus longtemps. Parce que quand on prend en compte toute sa carrière plutôt que les 25 meilleures années, évidemment que vu à quel point le marché du travail est assuré actuellement, eh bien, tout le monde va y perdre. Et ça, personne n'arrive à nous expliquer pourquoi ce ne sera pas le cas. Pourquoi en prenant toute sa carrière, y compris les périodes non travaillées, on va quand même gagner plus. On n'a toujours pas compris. Muriel Pénicaud a tenté de nous expliquer, on n'a pas compris. Édouard Philippe tente régulièrement de nous expliquer, on ne comprend pas, parce qu'il n'y a rien à comprendre. De toute façon, excusez-moi, mais c'est une baisse des pensions. Alors, donc, si vous regardez en détail les études, il faut se plonger dans les études techniques, notamment celles de l'Institut des politiques publiques. On voit bien que si on prend les 45 années plutôt que les 25 dernières, après on se dit ça va baisser. Sauf que certes, pour les catégories qui ont des carrières linéaires, que vous preniez les 45 dernières années de travail ou les 25, ça ne change rien. D'accord, mais cette réforme, elle est censée être faite pour ceux qui, justement, ont des carrières assurées. C'est ce que dit le gouvernement. Oui, sauf que ceux qui ont eu un salaire, le même salaire toute leur carrière, hypothèse, ben évidemment, ils ne vont pas perdre avec cette réforme. Puisque mais ceux qui vont pas faite pour eux, cette réforme. Ceux qui vont perdre, c'est ceux qui ont une augmentation de salaire en fin de carrière, dans les 20 meilleures années. Et donc là, ça peut avoir un impact. Et il y a deuxièmement, la redistribution sur les bas salaires, la retraite minimale à 1 000 euros. C'est un avantage qui n'existait pas. Donc, si vous voulez, quand certains font des études techniques qui montrent que les bas salaires devraient plutôt en bénéficier. Donc, il faut arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ce qui est insupportable, c'est de dire cette réforme à point, elle est mauvaise, alors que des gens de gauche la défendent, parce que sur le principe, elle est plus équitable. On va avancer un tout petit peu. Mercredi dernier, lorsque Laurent Berger a dénoncé la ligne rouge de l'âge pivot, tous les membres du gouvernement ont fait circuler un message destiné aux syndicats. Si vous avez une meilleure solution pour assurer l'équilibre, eh ben faites-nous des propositions. La preuve en images, c'est une compilation signée Cécile Even. Nous proposons l'âge pivot, 64 ans, avec un système de bonus et de malus. Vous partez avant, vous avez un malus. Vous partez après, vous avez un bonus et vous touchez plus de retraite. Est-ce qu'il y a de meilleures solutions? Peut-être, mais venons en discuter. Nous avons aussi indiqué que si les partenaires sociaux trouvaient un meilleur chemin pour atteindre un système qui soit équilibré, non pas en 2025 comme nous le souhaitions initialement, mais en 2027, en prenant plus de temps, nous prendrions évidemment la solution qu'ils pourraient proposer. Laurent Berger a échangé avec Édouard Philippe, a formulé des propositions concrètes et a fait en sorte que nous puissions trouver une voie de compromis.
Eh bien, il les a pris au mot, Laurent Berger. Il a fait une proposition, c'est à lire dans le journal La Croix ce matin. Et voilà ce qu'il nous dit. Il y a d'autres solutions de court terme. Une hausse des cotisations, par exemple. Pourquoi est-ce tabou d'en parler alors qu'il paraît tellement évident de demander à ceux qui ont rempli leur contrat de travailler plus longtemps? Idée rejetée d'emblée quelques minutes plus tard par l'exécutif. Donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que nous, on a une proposition pour arriver à l'équilibre financier. C'est de travailler un peu plus longtemps. Voilà. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas baisser les pensions. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Nous ne sommes pas favorables à ça. Une augmentation de cotisations, c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés ou plus de charges pour les patrons, ça tuerait l'économie. Thierry Fabre, on demande aux syndicats de faire des propositions, ils en font, mais c'est non tout de suite. Alors oui, parce que cette proposition, elle est clivante, effectivement. Mais elles ont l'air de toutes l'être. Oui, non, enfin peut-être pas toutes. Je pense qu'ils peuvent se mettre d'accord sur des durées de cotisation, par exemple, de revenir à la proposition de Laurent Berger. Ça, je pense que ça peut être négocié. Les cotisations, c'est vrai qu'il y a un clivage. Pourquoi? Parce que côté macroniste, on considère que augmenter les cotisations, c'est pénaliser l'emploi. Et là-dessus, les études économistes vont dans leur sens. C'est-à-dire qu'elles montrent que dans les taxes, les cotisations sociales qui sont assises sur le travail, sur les salaires, donc ça pénalise le plus l'emploi. En plus, on les a baissés récemment, donc ce serait prendre le chemin inverse. À mon avis, donc la voie ne sera pas explorée. Et ça dit autre chose, cette proposition de Laurent Berger. Ça dit qu'il commence à lui aussi chercher des solutions et qu'il admet qu'il faut rétablir l'équilibre et il commence à faire du paramétrique, quoi. Sur le fond, Laurent Berger, quand on voit comment il gère, comment ils ont géré l'Agir-Clarco, puisque c'est une retraite complémentaire gérée par les syndicats, il sait que parfois, il faut faire des sacrifices. Donc il a un côté réaliste, il fait qu'il voit bien qu'il y a un ratio démographique qui se dégrade. Et donc, il est très pragmatique. En revanche, ce qu'il n'a pas accepté, c'est le côté un peu vertical de Philippe et de Macron, de dire ce sera comme ça, ce sera 64 ans, on vous permet de négocier, mais le point d'arrivée, il est fixé. Ça, c'est évidemment insupportable. C'est une démocratie sociale à la française. Quand on voit ce que font les Nordiques, il n'y a jamais quelque chose comme ça pourrait se passer au Danemark ou en Suède, où là, le pouvoir leur dit aux syndicats, allez-y, négociez et trouvez une solution. Nicolas Framont. Alors, sur l'équilibre financier, il y a deux choses importantes. D'abord, il faut déconstruire un peu cette idée qu'on a un impératif financier qui nous inviterait à trouver absolument une solution, vite, urgemment, etc. C'est pas vrai. Il faut revenir aux chiffres. Le budget de la sécurité sociale, c'est 440 milliards d'euros par an. Donc c'est plus que le budget de l'État. Le déficit, c'est 5,4 milliards. Donc si on le rapporte, si vous voulez, à votre budget, vous gagnez 2 000 euros. C'est comme si vous aviez un découvert de 20 euros. Et en plus, on va dire que la solidité financière de la sécurité sociale est bien plus grande que celle d'un ménage français qui aurait un découvert de 20 euros. Donc déjà, revenons là-dessus. Et il y a eu toute cette exagération qui a été faite. Ensuite, d'où vient ce déséquilibre? Le gouvernement l'a lui-même provoqué. Alors, il y a eu les mesures gilets jaunes qui n'ont pas été compensées. Donc, par exemple, l'exonération de cotisation des heures supplémentaires, ça a été une perte sèche pour la sécurité sociale. Donc, venir ensuite déplorer le déséquilibre, c'est quand même vraiment avoir voulu saboter soi-même ce qu'on essaie de réparer ensuite en prenant sur les acquis des uns et des autres. Et puis, il y a aussi la baisse de l'emploi public. L'emploi public, l'État employeur cotise plus de cotisations patronales qu'un employeur privé. D'accord, mais sur la proposition. Mais sur la proposition, alors une fois qu'on a dit ça, si effectivement on veut travailler sur l'équilibre financier, ce qui par exemple est mon cas, moi je pense qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans, qu'il y a des gens qu'il faut faire partir plus tôt à la retraite, plus qu'actuellement, parce qu'il y a des métiers pénibles qui ne sont pas pris en compte. Du coup, effectivement, il nous faut de l'argent. Alors là, il y a des choses à regarder du côté de l'équilibre entre le capital et le travail. Actuellement, un salarié français, selon diverses études, travaille en moyenne 45 jours par an pour la rémunération des dividendes des actionnaires, soit 9 semaines. C'était 10 jours en 81. Je pense qu'il y aurait quelque chose à rééquilibrer là-dessus et que du coup, l'augmentation des cotisations patronales ne serait pas une absurdité économique. Je pense que ça rétablirait un petit peu d'équilibre pour permettre aux gens de partir à la retraite plus tôt. Et dans ces cas-là, si on est sur du positif, effectivement, on peut se poser la question où récupérer l'argent et il y en a. Je suis d'accord sur la première partie de votre intervention. Mais pas la deuxième, on s'en doutait. Tout à fait, parce que là, vous avez raison, il n'y a pas d'urgence financière à court terme. Donc ce n'est pas la peine de nous faire ce numéro de l'âge pivot. De la voix, disait lui-même. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que effectivement, c'est du long terme, donc on peut se caler sur les prochaines années pour essayer de rectifier le tir par différents moyens. En revanche, dire, bon écoutez, pas de problème, revenons à la retraite à 60 ans. Non mais c'est facile à dire, mais pourquoi tous ceux qui nous entourent, qu'ils soient de droite, de gauche, sociodémocrates, libéraux, à l'étranger sont à 65 ans? C'est pas par plaisir. On voit bien que le ratio démographique, il est très défavorable. Et la taxation du capital, magique, évidemment. Vous voyez bien autour de nous, pourquoi est-ce qu'ils taxent pas plus le capital? Ce sont des choix politiques, ce sont des choix de société. Mais dire en France,
on dépense des milliards pour revenir à 60 ans et on taxe le capital, on sait très bien les effets que ça provoque. Quels effets alors? Dites-nous, puisque ça a l'air d'être simple. Un exil des entreprises qui iront à côté dans l'Union européenne, où évidemment ils seront moins taxés et où les budgets ne seront pas en déficit, et donc ça inspirera plus. Donc ça tuerait notre donc ça veut dire, ça c'est du rêve. En revanche, le côté financier à court terme, ça je suis d'accord. Un point important, quand on dit Emmanuel Macron n'a pas le droit finalement de faire sa réforme parce qu'il a été mal élu. Écoutez, il a été peut-être moins bien élu que d'autres, mais il a été élu, il avait un programme, et la différence avec d'autres, c'est que le programme, il le met en œuvre. Et ça, pour la démocratie, c'est relativement sain. Quand François Hollande avait dit « je taxe la finance », oui, mais l'âge pivot, ça n'était pas dans la campagne. C'est tout l'argument de justement, c'est pour ça que les critiques sont justifiées. Et qu'à l'époque, il nous dit, à l'époque, l'âge pivot, il n'était pas... Parce que les prévisions du corps étaient plus favorables. Peut-être, il n'empêche que c'est un point qui n'est pas justifiable. L'âge pivot n'était pas dans la réforme. La réforme en elle-même, elle était dans son programme, même si elle n'était pas très mise en avant. Donc il est justifié à la faire. Et le procès qui est de dire qu'il m'a élu, je le trouve assez insupportable. Parce que je veux dire, un peu facile. Un peu facile, parce qu'au contraire, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que fait Emmanuel Macron, le fait de respecter son programme, c'est ce que François Hollande n'avait pas fait. C'est ce que, rappelez-vous, Jacques Chirac, à la fracture sociale à l'époque, n'avait pas fait. Donc c'était un peu ça avait un effet très néfaste sur la démocratie de ne pas respecter le programme. Emmanuel Macron, il le respecte. Nicolas Framont, c'est du rêve, ce que vous proposez. Oui, alors parlons du rêve, c'est intéressant. Il y a un autre rêve dont j'aimerais parler, c'est le rêve qui a consisté à dire retournons au capital, les entreprises vont revenir, les riches vont revenir, etc. Et les premières évaluations sur toutes ces politiques favorables, les politiques fiscales favorables aux plus riches, que ce soit la suppression de l'ISF, que ce soit la flat tax au niveau de la fiscalité du capital, ne s'est soldé pour l'instant à aucun grand retour. Il n'y a pas eu de vague de gens qui franchissaient avec hommes et bagages la frontière de la Belgique pour revenir investir chez nous. Tout ça, ce sont des légendes. Même l'ISF, des tas d'études ont montré, les études du Sénat, les études de Solidaire Finances Publiques ont montré comment, en réalité, entre le moment où l'ISF a été mis en place et maintenant, non, il n'y a pas de vague de départ. Les gens partent pour des raisons qui sont parfois personnelles. Ils ne reviennent pas non plus, même quand on leur déroule le tapis rouge, un tapis rouge extrêmement coûteux qu'on aurait bien pu emprunter pour des causes beaucoup plus nobles. Le rêve actuellement, c'est de dire qu'en favorisant le capital absolument, on va faire revenir l'emploi, on va faire revenir l'investissement. Ça c'est le rêve. On a fait une enquête très fouillée en juin, où on a vraiment, je vous la conseille, à Challenge, on a vraiment vu le problème dans toutes ses dimensions. La réponse, c'est qu'on ne peut absolument rien dire de définitif aujourd'hui. Oui, ça va dans les deux sens. Et dire au bout d'un an et demi, la mesure ISF, elle est nulle ou elle est positive, c'est intellectuellement pas défendable. Du coup, vous accorderez que mes mesures ne sont pas du rêve, étant donné que vous-même, vous n'êtes pas capable d'en donner une évaluation apocalyptique. Mais il ne faut pas rêver. En un an et demi, on ne peut pas juger une mesure comme l'ISF et la taxation du capital. C'est-à-dire qu'il faut absolument un temps, au moins 4-5 ans, pour dire si Macron s'est planté ou pas. Mais aujourd'hui, dire des choses définitives, c'est pas honnête. Et avant de poursuivre cette discussion, je voudrais donc qu'on aille en salle des conférences. On va rejoindre Steve Jourdain, qui cette fois est aux côtés de François Patriat, patron des sénateurs La République En Marche. Oui, François Patriat, vous êtes un macroniste de la première heure. Sur quel point l'exécutif doit céder sur cette réforme? Il est hors de question de céder quoi que ce soit. Il est d'abord sur les principes. Pas de suppression d'âge d'équilibre. Donc, il est question aujourd'hui de poursuivre des négociations, demain en bilatéral, après-demain en multilatéral, pour évoquer les sujets sur lesquels nous pouvons faire des avancées. Il y a déjà eu beaucoup d'avancées dans ce texte, beaucoup, et qui ne sont pas des reculs ou des abandons. Il y a des avancées sociales pour la retraite minimale, pour le salaire des enseignants, vous dites pour les carrières longues, vous ne céderez sur rien, mais est-ce que cette réforme peut se faire sans la CFDT? On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas céder rien. On a dit que nous pouvions encore donner du grain à moudre dans les discussions avec les syndicats. Et moi, je considère aujourd'hui que l'âge d'équilibre est l'âge que tous les Français ont compris. De quoi s'agit-il en fait? Aujourd'hui, nous travaillons jusqu'à 63 ans et demi en moyenne pour prendre la retraite. Et nous disons aux Français, compte tenu de ce nouveau système, qui sera, quoi qu'on en dise, plus équilibré, plus juste, peut-être même plus meilleur pour les Français, pour beaucoup de Français. Mais cet âge d'équilibre, est-ce qu'il n'est pas injuste pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt? En quoi est-il injuste aujourd'hui? Parce que c'est l'évolution de la société qui nous dit. Non, mais ce que je voulais pas, vous ne m'avez pas fait laisser finir, c'est difficile. Je dis simplement, il faut dire aux Français qu'en 2028, 2027, 2028, on travaillera 6 mois de plus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les Français ne peuvent pas l'entendre? Cet âge d'équilibre, il est
la condition de l'équilibre financier des futures retraites. Qui est-ce qui peut aujourd'hui être... Moi, vous me renvoyez à l'âge d'équilibre, et moi, je vous renvoie à l'équilibre nécessaire des retraites, du système des retraites. Est-ce que cette réforme peut se faire sans la CFDT ? Cette réforme ne peut pas se faire contre tout le monde. Elle doit se faire avec l'aval des Français qui, aujourd'hui, majoritairement, pensent qu'il faut que les régimes spéciaux disparaissent et que nous ayons demain un système de retraite sécurisé. C'est ça l'objectif. Les syndicats aujourd'hui, certains mettent un blocus total avec des conditions inacceptables, d'autres veulent continuer à négocier. Je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de retrait de l'âge d'équilibre. Il s'agit de trouver les modalités de l'âge d'équilibre. C'est autour de cela que peut se faire le compromis avec les syndicats qui sont réformistes. Merci François Patria d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci Steve. Donc il peut y avoir compromis. Nicolas Framont. Comme je le dis, il y a une part de mise en scène dans tout ça. La CFDT qui ne prend pas part à la grève, la CFDT qui en prend part en s'offusquant de la confirmation de l'âge pivot, qui était pourtant quelque chose dont on parlait depuis un an. La CFDT qui maintenant va discuter, qui rencontre des députés LREM, etc. On est quoi ? On est dans un jeu de rôle ? Oui, on est dans un jeu de rôle pour dire, vous voyez, finalement, c'est la démocratie sociale, on va céder sur un truc, sur des paramètres. Mais encore une fois, cette réforme, elle est systémique, vous l'avez très bien dit. Et je pense que l'opposition, elle est face à cette réforme, alors encore une fois, réforme avec énormément de guillemets, puisque ce n'est pas le terme approprié, face à ce projet systémique qui change en profondeur la façon dont notre système de sécurité sociale est géré. Cette histoire de points, revenons là-dessus, le point, la fameuse valeur du point, qui serait gérée par un organisme tripartite, où l'État aurait la main, etc. Oui, mais dont le fait qu'il ne baisse pas soit inscrit dans la loi. Mais il n'y a pas de... J'ai entendu ça. On a confiance dans ce qui est inscrit dans la loi. Mais ça, c'est un mensonge. Ce qui est dans la loi se défait. Même la Constitution se défait. Mais oui, alors, non, mais le problème, c'est que la sécurité sociale a été créée à l'origine par les pères fondateurs, avec l'idée que le financement par la cotisation rendait la sécurité sociale autonome de l'État, autonome des décisions arbitraires des gouvernements, autonome du contexte économique et permettait aux gens de se projeter dans l'avenir, permettait aux gens de ne pas être esclaves de la nécessité économique, ne pas être esclaves des marchés boursiers. Et c'est pour ça que ça s'appelle la sécurité sociale. C'est une sécurité pour soi, mais c'est aussi une sécurité collective. À partir du moment où vous défaisez ça, où vous faites un point qui peut varier selon des paramètres qui seront socio-économiques, qui seront, on ne sait même pas, et qui seront gérés par un organisme tripartite, patronat, syndicat, État, ça va donner comme l'assurance chômage qui a eu le même mode de gestion, c'est-à-dire une gestion tripartite où l'État a fini par reprendre la main et baisser l'ensemble des prestations. On s'expose à ça. Donc si vous voulez que la CFDT joue un certain jeu qui va consister à dire que le gouvernement finalement a fait preuve de dialogue, vous voyez, c'est pas si terrible, maintenant rentrez chez vous braves gens, oui, c'est de la mise en scène. Alors, il faut rappeler que la CFDT, elle a rêvé de cette réforme. Ça fait des années qu'elle la pousse. Et alors justement, elle ne pousse pas aux inégalités, la CFDT. Elle a quand même regardé le sujet depuis longtemps et elle s'inspire des travaux sociodémocrates, de gens de gauche, qui ont regardé le sujet et qui proposent cette réforme pour réduire les inégalités. Le procès qui est fait à cette réforme, notamment sur le point peu baissé, il s'inspire notamment de mésaventures et de ce qui s'est passé en Suède, où les sociodémocrates ont aussi voulu mettre en place ce régime, mais ils ont voulu aussi faire beaucoup d'économies. Donc effectivement, on dit cette réforme, regardez, elle n'a pas bien marché en Suède. Mais effectivement, si dans le principe, elle est équitable, mais on peut réduire les droits des retraités. Tout dépend de ce qu'on en fait. Parce que je ne supporte pas en fait le procès où on veut jeter la réforme parce qu'on dit regardez, ils l'ont mal appliquée. Oui, effectivement, c'est possible, mais c'est aussi possible de faire l'inverse. Et c'est pour ça que la CFDT se bat là-dessus pour essayer de la pousser dans un côté plus social. Comme elle veut cette réforme, elle veut essayer de sortir de cette crise. C'est-à-dire qu'elle elle va tout faire pour essayer de trouver le compromis, la mise en scène. Je vous rejoins. Il y a un côté mise en scène pour dire personne n'a reculé. Allez, mais les gens bloqués dans les transports, voilà. Ils ont hâte que ça se termine, hein, évidemment. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match.